À la une de l'actualité de ce mercredi, 195 milliards de francs CFA de promesses pour aider le Mali à relancer son économie et ses institutions après la crise. C'est ce qui ressort de la conférence des donateurs pour le Mali à Bruxelles. Le président Alassane Ouattara y a pris part. Les examens de fin d'année approchent à grands pas et la sérénité est de retour dans les écoles primaires et secondaires. Le ministre Kandia Kamara a échangé avec les différents syndicats du système. Et puis au Nigeria, après l'état d'urgence décrété hier par le président, l'armée annonce un déploiement massif des troupes dans le nord-est du pays frappé par des attaques terroristes. Bonsoir à vous et bienvenue dans ce 23h sur RTI 1. Tout à l'heure, des explications de la direction générale de la compagnie ivoirienne d'électricité en rapport à l'interruption de fourniture d'électricité ce soir dans la ville d'Abidjan et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Mais avant, direction Bruxelles, la capitale belge. Le chef de l'État ivoirien y était hier. Environ 3,25 milliards d'euros, soit 195 milliards de francs CFA de promesses. C'est ce qui ressort de la conférence des donateurs pour le Mali. Ce montant est supérieur aux objectifs des organisateurs de la conférence, l'Union européenne, le Mali et la France. Il s'agit d'aider le Mali à relancer son économie et ses institutions après la crise qu'il a traversée. Le président malien Dioncounda Traoré a chaleureusement remercié les 108 pays et institutions qui ont participé à la conférence. La gouvernance, le développement équilibré, la décentralisation, le secteur privé, les secteurs sociaux sont entre autres les priorités sur lesquelles les donateurs se sont engagés. Le président de la République, Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, s'est quant à lui exprimé sur la question. C'est avec plaisir que nous participons à cette conférence destinée à consolider les bases de la sortie de crise au Mali et à reconstruire durablement l'économie de ce pays frère. Je voudrais féliciter la France, l'Union européenne et le Mali, ainsi que l'ensemble des partenaires qui ont contribué à la réalisation de cette importante rencontre. Je voudrais également féliciter le gouvernement malien, et notamment le président Dioncounda Traoré, pour la qualité du plan pour une relance durable, pour le niveau de l'apport national malien envisagé, mais aussi pour le mécanisme de suivi et évaluation qui renforce la crédibilité du processus en cours. Grâce au soutien et à l'engagement de tous aux côtés du Mali, je suis convaincu que nous parviendrons à répondre aux besoins exprimés par le gouvernement malien. C'est pourquoi nous devons nous donner les moyens de rendre irréversibles les résultats de l'action militaire et de stabilisation et de permettre au gouvernement de tenir les échéances de sa feuille de route. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'adoption de la résolution 2100 des Nations Unies marque un tournant dans l'engagement de la communauté internationale au Mali. Elle traduit aussi le retour progressif à la normale, renforce la probabilité de voir se tenir l'élection présidentielle en juillet prochain et l'accélération du processus de réconciliation nationale. Ces dernières années, malheureusement, le Mali a été affecté par le terrorisme, le trafic de drogue, la criminalité transfrontalière, la circulation et le trafic des armes. Le développement économique et social du Mali ainsi que la reconstruction de son outil de défense aideront à contenir l'expansion de ces menaces et à réduire le coût d'une guerre généralisée contre le terrorisme. La reconstruction et la paix au Mali dépendront de la capacité des États de la région sahélo-saharienne à faire face à la menace terroriste et aux menaces transnationales. Nous devons donc, dans les meilleurs délais, tirer les leçons de la crise malienne pour mieux préparer nos États et organisations régionales et sous-régionales à faire face à de telles situations. Nous devons développer une approche globale à la menace. Les réponses à apporter, nous investir dans la prévention et l'anticipation de situations analogues. La CEDEAO, pour sa part, est prête à mener cette réflexion
avec ses partenaires. J'appelle donc au soutien de la communauté internationale aux efforts de développement des États, de l'ensemble des États, au renforcement de leurs outils militaires et de défense, ainsi que de leur capacité de collecte et de partage du renseignement. C'est à ce prix que nous protégerons nos États et que nous pourrons œuvrer à leur développement. Au lendemain de cette longue période de crise, où le Mali sort progressivement libéré et réunifié, le soutien de la communauté internationale est plus que jamais nécessaire. Il est donc impérieux de nous assurer que l'aide de nos partenaires au développement à ce pays frère soit adaptée à ses besoins du moment et conforme au plan de relance dont il s'est lui-même doté dans le cadre de sa feuille de route pour la transition. Je voudrais, pour terminer, réitérer nos remerciements à la France, à l'Union européenne, pour cette initiative très louable et à tous les partenaires qui ont fait des annonces de contribution au profit du Mali et des Maliens. Le chef de l'État ivoirien a saisi l'occasion de cette conférence des donateurs pour le Mali pour rencontrer le vice-premier ministre belge et le directeur général de la Banque mondiale. Avec eux, il a abordé des questions de développement et de coopération nord-sud. Awa Touré, envoyé spécial à Bruxelles. Le procès verbal de l'échange des instruments de ratification de l'accord de promotion et de protection des investissements entre la Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique a été signé au cours du petit déjeuner de travail que le président de la République Alassane Ouattara a eu avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères belge. Signé en 1999 à Bruxelles et ratifié par le président Alassane Ouattara le 13 février 2013, cet accord entre en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification ce mercredi 15 mai. Pour redémarrer donc cette logique d'investissement, une mission économique des 3 régions belges va se rendre très prochainement en Côte d'Ivoire. La Belgique qui est très active dans le secteur portuaire avec notamment des investissements au terminal minéralier du port d'Abidjan. On souhaiterait d'ailleurs pouvoir développer des activités dans l'infrastructure, ce qui est une des possibilités en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et comme je le disais à M. le Président, nous serions soucieux d'aider la Côte d'Ivoire à rentrer dans le processus de Kimberley en matière de diamants, puisque évidemment la place d'Anvers est la première place mondiale dans le secteur du diamant. Mais ce qui est important, à travers des accords comme ceux de protection des investissements, c'est de pouvoir rassurer de nouveaux investisseurs, leur dire si vous venez, il y a des programmes de financement qui sont en place maintenant en Côte d'Ivoire et qui vous permettent dès lors d'être présents. Mais par exemple, nous en parlions à l'instant, le secteur de l'infrastructure est un secteur dans lequel on souhaiterait pouvoir prendre pied. Il y a des infrastructures routières qui sont en train de se développer, sur lesquelles on pourrait travailler. Et puis au-delà de cela, je sais qu'il y a des besoins importants dans les développements d'activités dans le secteur de l'énergie. Et là aussi, il y a des possibilités plus en matière d'études ou dans des domaines spécifiques comme par exemple le gaz liquéfié. Le président de la République a aussi échangé avec la directrice générale de la Banque mondiale. L'occasion pour elle de faire avec le chef de l'État le point de tout ce qui a été prévu en matière d'accompagnement de la Côte d'Ivoire. Son Excellence, Monsieur le Président Ouattara, a insisté sur le rôle stratégique et important du développement des infrastructures pour la Côte d'Ivoire, mais au-delà de la Côte d'Ivoire, pour tout l'espace ouest-africain. Donc, toutes les initiatives qui vont être soutenues au niveau de la Côte d'Ivoire doivent aussi contribuer à accompagner la création de plus de richesses au niveau de l'Afrique de l'Ouest de façon générale, mais également de pousser l'agenda de la croissance et du développement. La Côte d'Ivoire est le premier pays en Afrique que le président de la Banque mondiale, Kim Jin, a visité. La Côte d'Ivoire qui, selon la directrice générale de la Banque mondiale, joue un rôle stratégique dans la sous-région ouest-africaine. Voilà, après sa participation à la conférence pour le Mali et les différentes rencontres qu'il a eues à Bruxelles, le président Alassane Ouattara regagne la capitale ivoirienne ce soir.
Intéressons-nous maintenant à cette coupure de fourniture d'électricité qui a touché pratiquement toute la ville d'Abidjan et de nombreuses localités du pays. Le directeur général de la compagnie ivoirienne d'électricité nous en donne les raisons. Incident du mercredi 15 mai 2013 à 18h10 sur le réseau électrique interconnecté ivoirien. Ce mercredi 15 mai 2013 à 18h10, suite à un défaut sur la ligne d'interconnexion avec le Ghana, le réseau électrique ivoirien a enregistré une rupture de l'alimentation en électricité de la ville d'Abidjan et de certaines localités de l'intérieur du pays. Un défaut sur le jeu de barre du poste 225-90 kV d'Abobo a provoqué la rupture totale d'alimentation du poste d'Abobo, qui est l'un des postes de transit les plus importants d'Abidjan. Cette situation a provoqué le déclenchement des 2 groupes d'Azito et de tous les groupes de production de Vridi, à savoir Cyprel, Vridi 1 et Agreco. Ce déclenchement était destiné à protéger les machines contre ce défaut. Cette importante perte de production a fait fonctionner le plan de défense. Le plan de défense, en effet, permet de séparer le réseau de l'intérieur du pays de celui d'Abidjan et éviter ainsi l'écroulement total du réseau électrique. Dès le constat de cet incident, toutes les équipes de la CIE ont été mobilisées pour réalimenter progressivement la clientèle sur tous les réseaux électriques nationaux. La reprise des premiers clients d'Abidjan a débuté à 19h01 et a pris fin à 20h48. La reprise des localités de l'intérieur concernées a débuté à 19h39 et se poursuit pour rétablir complètement la situation normale d'exploitation du réseau électrique. La CIE s'excuse pour les désagréments causés par cet incident. Le vice-président de la Société financière internationale SFI pour l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine et les Caraïbes est à Abidjan depuis hier. Il a été reçu par le chef du gouvernement ivoirien. Daniel Kablan-Duncan a ensuite échangé avec l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. On en parle avec Hugues Hervé-Blé. Des audiences du Premier ministre ce mercredi avec à la clé des financements pour la Côte d'Ivoire. Avec le vice-président de la SFI pour l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine, Caraïbes, Jean-Philippe Prosper, il a été question de redynamisation de l'économie nationale par le biais des entreprises. La Société financière internationale avec le gouvernement de Côte d'Ivoire a signé un accord de don de 1,2 milliard de francs CFA. Signalons que la SFI a déjà mis à la disposition de la Côte d'Ivoire 350 milliards de francs CFA sur 3 ans. Que ce soit dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'agro-industrie, nous travaillons là-dessus. Dans le secteur financier, nous avons des engagements. Dans le secteur minier, nous sommes en train de discuter avec différents investisseurs potentiels. Je crois que dans la plupart des secteurs importants, nous serons présents. Nous sommes présents dans certains d'entre eux et définitivement nous serons présents. Était réunis autour du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour la deuxième cérémonie, la secrétaire exécutive de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ACBF, Franny Lotier, et le secrétaire national à la gouvernance et au renforcement des capacités, Meïté Sendou. Objet de cette rencontre, la signature d'un accord de don de 5,3 milliards de francs CFA au programme Pays en renforcement des capacités en matière de gouvernance économique. Le but du programme est de contribuer à l'amélioration de l'effectivité et de l'efficience de la gouvernance économique en vue de l'atteinte des objectifs du document des stratégies de réduction de la pauvreté, DSRP. Comme vous le savez, après la grave crise que la Côte d'Ivoire a traversée, la question fondamentale qui constitue l'une des priorités du gouvernement est celle de la capacité des acteurs nationaux à mettre en œuvre des politiques et des stratégies visant la relance économique, la lutte contre la pauvreté et le développement social. Tout ceci devant bien évidemment être réalisé
sur le socle de la transparence, de l'efficacité et la bonne gouvernance. 2 autres audiences ont été accordées ce mercredi par le Premier ministre. Ont été successivement reçus le manager général du groupe Enan Goji Industries, Zug Meng Zenda, qui dirige le groupe spécialisé dans le développement immobilier à grande échelle, est venu exposer ses solutions pour faire face aux problèmes de logement que connaissent les Ivoiriens, les fonctionnaires notamment. Avec l'ambassadeur du Japon, Inoue Susumi, reçu par la suite, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a évoqué la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. À la TICAD prévue cette année, le président Alassane Ouattara a été invité et devrait être présent. Direction l'Assemblée nationale, la Commission des relations extérieures de l'hémicycle ivoirien vient d'autoriser le président de la République à ratifier 4 conventions internationales. Elles portent sur la gestion des déchets dangereux et la conservation des ressources naturelles. Le reportage de Victorine Yaoyoboy. Ayant en mémoire le déversement en 2006 des déchets toxiques dans le district d'Abidjan, et les conséquences de cette catastrophe écologique sur les populations, les députés ont voulu en savoir davantage sur le contenu de ces conventions internationales, notamment la convention de Bâle, censée contrôler les mouvements transfrontières de déchets dangereux. On peut retenir ceci. Cet amendement, tout en permettant à notre pays de ne pas recevoir des déchets dangereux, ne l'empêche pas d'envoyer des déchets dangereux produits en Côte d'Ivoire pour traitement dans les pays développés ou tout autre pays en développement disposant d'installations appropriées. Au cours du débat, les parlementaires ont exprimé au commissaire du gouvernement le souhait d'avoir les ministres de l'Environnement, de la Santé et de l'Industrie à l'hémicycle pour répondre aux préoccupations des populations. En attendant ces explications, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'amendement à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination est adopté à l'unanimité des membres présents de la Commission. La Commission des Affaires extérieures a également donné l'autorisation pour la ratification du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques, de la Convention africaine sur la conservation des ressources naturelles et la dernière portant sur les statuts de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, IRENA. Poursuivons par ce communiqué de l'Assemblée nationale. M. Soroki Bafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale, informe mesdames et messieurs les députés que la cérémonie de lancement du programme d'appui de l'USAID SUNY à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire aura lieu le jeudi 16 mai 2013 à partir de 14h30 à la salle des pas perdus de l'Assemblée nationale. Sont priés de prendre part à cette cérémonie, mesdames et messieurs, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, les présidents des groupes parlementaires, les membres des bureaux des commissions permanentes. Parlons éducation nationale, les examens de fin d'année approchent à grands pas et la sérénité est de retour dans les écoles primaires et secondaires après les récentes grèves des enseignants. Le ministre Kandia Camara et les différents syndicats du système ont fait le point de l'année écoulée, mais il a surtout été question de se mobiliser pour le bon déroulement des examens de fin d'année. Evelyne Deba-Zegwa. Préparer efficacement les élèves et se tenir prêts pour l'organisation et la réussite des examens de fin d'année qui débutent le 28 mai avec le CPE et l'entrée en 6e. C'est le message principal de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique au syndicat du système éducatif. Il s'est agi au cours de cette rencontre de faire le point de l'année scolaire écoulée après les dernières perturbations dues aux grèves. Kandia Camara s'est félicitée du retour à la sérénité au sein de l'enseignement primaire et secondaire. Elle souhaite que tous les candidats aux examens à grand tirage composent avec le même niveau. Depuis la reprise, les informations qui nous sont parvenues disent que les enseignants sont en train de faire le maximum pour pouvoir rattraper les cours perdus. Et donc la semaine dernière, nous étions à 75% pour le primaire, 85% pour le secondaire. Mais j'ai demandé que nous puissions avoir un taux d'exécution de 100%.
Les responsables syndicaux se sont engagés aux côtés de Kandia Camara après avoir manifesté quelques inquiétudes quant aux dispositions pratiques à prendre pour l'implication effective et efficace de tous les acteurs du système éducatif. Priorité est donc donnée à l'achèvement des programmes et à la mobilisation du personnel éducatif pour une école qui renoue avec de bons résultats. RTI 2, désormais disponible sur l'ensemble du territoire national, la deuxième chaîne de la télévision publique ivoirienne sera visible partout dans le pays grâce à une convention entre l'opérateur de satellite Intelsat et le groupe RTI. Doigt des lasers nous en parle. RTI 2 sera désormais vu dans tous les foyers domestiques de la Côte d'Ivoire. Cette ambition des dirigeants de la chaîne nationale est devenue une réalité. Le directeur général de la RTI, Lazare Akassaye, et Ben Rodney, vice-président d'Intelsat, société de fourniture de satellites, ont signé au nom de ces deux entreprises une convention de partenariat. Pour Lazare Akassaye, cet engagement est une réponse à la promesse faite aux millions de téléspectateurs nationaux et internationaux. En mettant RTI 2 aujourd'hui sur ce bouquet africain, eh bien, je pense que nous avons fait un pas important. Et c'est grâce à vous, grâce à votre compréhension, parce que vous avez permis que la RTI, notamment la radio et la télévision, soient visibles et audibles à travers le monde entier. Le vice-président de la société Intelsat, Ben Rodney, entend tout mettre en œuvre pour la bonne marche de ce partenariat à la satisfaction des téléspectateurs. Il est très important d'offrir un service de très bonne qualité. S'il y a n'importe quel problème, que ce soit le dimanche ou le jour de Noël ou le jour de l'an, vous nous appelez, on sera toujours à vos côtés. On n'est pas ici pour vous donner de la capacité uniquement, mais c'est un mariage, c'est un accompagnement. Selon le directeur général adjoint chargé des techniques de la RTI, Benoît Adama Yeo, c'est un ouf de soulagement pour les Ivoiriens qui attendent de suivre les émissions de RTI 2 sur leur petit écran. Sur ce bouquet, vous avez toujours une petite parabole de 60 cm et puis un décodeur que vous achetez dans le commerce. Avec ces deux éléments, vous êtes capable de recevoir RTI 2 et là, il n'y a rien à payer. Vous appelez un technicien, il cherche justement ce bouquet AB3, dès qu'il tombe dessus, il verra RTI 2 et donc à partir de là, vous avez RTI 2 en permanence. Le coût du contrat s'élève à 40 millions de francs CFA par an. En attendant que les installations des antennes émetteurs de fréquences de la RTI 2 soient installées dans les grandes régions de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens devront utiliser les canaux de Telsat pour se divertir avec la deuxième chaîne de la télévision nationale, RTI 2. Bientôt, le démarrage effectif des travaux de construction du Centre international d'hémodialyse dans la commune d'Atekoubé. La présidente fondatrice de l'ONG Servir, initiatrice de ce grand projet sanitaire, était hier sur le site du futur hôpital. Thérèse Tapé-Yoboué nous y conduit. Voici l'espace qui va abriter le Centre international d'hémodialyse de l'ONG Servir. 2 hectares offerts par la mairie d'Atekoubé. Un centre de dialyse et de greffe de reins voulu par Henriette Konambédié, présidente de l'ONG Servir. Il s'agit pour elle de donner plus d'espoir aux malades de reins devenus de plus en plus nombreux en Côte d'Ivoire. 6% de la population est touchée par cette maladie devenue aujourd'hui un problème de santé publique. Il faut donc agir vite, a dit la présidente de l'ONG Servir. Elle a effectué une visite en compagnie du maire d'Aropolin pour voir sur place comment évoluent les travaux. On a terminé la plateforme, tous les travaux de terrassement et de VRD de base. Maintenant, nous allons lancer l'appel d'offres pendant la saison des pluies. Et à la fin de la saison des pluies, on espère en août-septembre, on démarre les travaux proprement dits. La présidente de l'ONG Servir est plus que satisfaite de ce qui se passe sur le terrain. Je ne m'attendais pas à voir cette avancée de travaux. Je suis confiante, je suis optimiste. Je sais que le Seigneur fera en sorte qu'on puisse voir très vite cet hôpital de hémodialyse que nous voulons pour nos malades. Le Centre international d'hémodialyse sera doté, entre autres,
d'un amphithéâtre de 150 places, un service de consultation avec 5 bureaux pour les médecins spécialistes, une salle d'échographie, une unité de soins de dialyse de 16 postes, dont 4 pour enfants. Coût de l'ouvrage, 5 milliards de francs, qui pourront être bientôt débloqués grâce à la Vierge Marie qui veille puissamment sur les lieux. L'adoption de procédures douanières simples et efficaces dans la facilitation du commerce, c'est à cela que travaille l'Observatoire de la célérité des opérations de dédouanement. Les membres de cet organe intermédiaire entre l'administration douanière et le secteur privé sont actuellement en formation et c'est dans le cadre du programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale. Reportage Jean-Jacques Kwame. L'Observatoire de la célérité des opérations de dédouanement en abrégé au Code, créé en 2004, a pour objectif, entre autres, de dénoncer tous les cas de blocage administratif liés au dédouanement et à la circulation des marchandises. Pour plus d'efficacité, 9 ans après, et dans le cadre du PACIR, le programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale, les membres de l'OCODE se forment. Les attentes de la Direction générale de douane et du secteur privé sont grandes, étant donné que cet atelier devra déboucher à court terme sur l'adoption de procédures simples et efficaces dans le processus de dédouanement. Des procédures douanières simples et efficaces pour une facilitation du commerce entre États, le challenge est important et doit constituer un exemple. L'OCODE, instauré par les douanes ivoiriennes, est pour nous, l'Organisation mondiale des douanes, une initiative exemplaire que nous recommandons pour ce qui concerne notre région à nos 23 pays membres de la région Afrique occidentale et centrale comme bonne pratique. Une coopération douane-secteur privé qui pendant 5 jours va se renforcer à travers cet atelier de formation des membres de l'Observatoire pour la célérité des opérations de dédouanement. Cette formation est financée par l'Union européenne. Le zoo d'Abidjan va bientôt revêtir de nouveaux habits grâce à une aide de la République suisse. Le zoo va retrouver tout son lustre d'antan. Le ministre ivoirien des eaux et forêts et l'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire ont échangé sur la question. Patricia Omouetia nous en parle. Réhabiliter le zoo d'Abidjan, améliorer le cadre de vie des animaux, renouveler le parc animalier et renforcer les capacités du personnel. Ce sont entre autres les informations qui ressortent des échanges entre le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babo Daré, et l'ambassadeur de la Suisse en Côte d'Ivoire, son Excellence David Vogenzanger. Soucieux de préserver l'environnement et la faune, son Excellence David Vogenzanger s'engage à mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire un expert en zoologie. Pour le diplomate, le zoo d'Abidjan a beaucoup de potentialités, mais est dans un état de dégradation avancé. Le zoo d'Abidjan est, à mon avis, aujourd'hui le seul moyen pour la grande majorité des jeunes Ivoiriens de se rendre compte de la richesse de leur nature, de leur faune, une richesse qui est gravement menacée. Il a des espèces qui sont en voie de disparition, il a toujours des abus en ce qui concerne le braconnage. Le ministre des Eaux et Forêts a exprimé sa joie de voir cet espace revivre. Ce zoo-là régénéré va retrouver donc son lustre d'antan et va nous produire son importance qu'il avait. On va donner la possibilité à la population ivoirienne de pouvoir renouer avec leurs visites quotidiennes. En attendant d'être dans un environnement plus confortable, Cannes, l'éléphant né en 1992 lors de la Coupe d'Afrique des Nations, continue de faire le bonheur des visiteurs. L'actualité hors de nos frontières nous conduit au Nigeria. L'armée annonce un déploiement massif des troupes dans le nord-est du pays, frappé par des attaques terroristes. Cette intervention de grande envergure intervient après l'état d'urgence décrété hier par le président Goodluck Jonathan dans 3 États du pays. Et puis cette nouvelle triste pour terminer, le monde artistique africain est en deuil. L'auteur-compositeur Gégé Viké a tiré sa révérence. Il laisse aux mélomanes une discographie riche d'une 40aine de titres, au nombre desquels le mythique Vive les mariés. Ils se sont regardés, ils ne voient plus rien, ils ne cherchent plus rien, ils ont tout trouvé. Elle savent, lui, son rêve plus d'aventure.
Et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve à 6h30. Bonsoir.